Bonsoir chers amis, bienvenue à cette nouvelle rencontre consacrée ce soir au signe du Scorpion, toujours dans cette perspective de considérer les signes du zodiaque comme autant d'étapes sur le chemin de l'initiation ou du développement psychospirituel, ce qui est une perspective différente et complémentaire à ce que l'on retrouve dans l'astrologie classique, comme vous avez pu largement le constater tout au cours de nos rencontres précédentes. À ce sujet, il serait bon, je pense, à nouveau ce soir, de débuter en situant clairement le signe du Scorpion au sein du cercle zodiacal, à l'intérieur de ce parcours initiatique. Et pour mieux le contextualiser et du coup cibler davantage ce que représentent ces enjeux initiatiques, nous avons dit précédemment que le zodiaque est d'abord divisé en deux hémisphères contenant chacun 6 signes. Alors on va faire, puisque je suis toujours en déplacement comme si nous étions à la maison et que j'avais mon tableau avec moi, on va donc reconsidérer ce cercle du zodiaque. Imaginez que vous l'avez devant vous. On le subdivise en 2 hémisphères, donc les signes qui se retrouveront dans un premier hémisphère, depuis le bélier jusqu'au signe de la Vierge, et puis un second hémisphère qui s'amorce avec le signe de la Balance et qui se termine avec celui des Poissons. Et donc 6 signes de part et d'autre. Les 6 premiers signes concernent, nous l'avons dit, le développement personnel. Ils sont eux-mêmes subdivisés en 2 quadrants. Le quadrant Est, qu'on retrouvera donc juste au début de ce premier hémisphère zodiacal. Le quadrant Est, il correspond aux enjeux de la naissance et de la croissance de soi en tant qu'individu. Alors, je ne reviens pas sur les précisions quant à savoir ce que cela signifie, mais je pense que déjà, dans un premier temps, ça nous est clair. Donc, naissance, croissance de soi en tant qu'individu. Puis, un second quadrant qui vient compléter ce premier hémisphère, le quadrant sud, qui, lui, concerne la naissance et la croissance de soi en tant que personne, c'est-à-dire en tant qu'individu capable de relation. Cela complète un premier volet qui pourrait être appelé un volet de développement personnel. Puis le second hémisphère, formé des 6 signes suivants, des 6 derniers signes du zodiaque, est lui-même de nouveau subdivisé en 2 quadrants. Le quadrant ouest, qui correspond à une expérience de dépassement de soi et de transcendance dans la relation aux autres, et le quadrant nord, qui incarne l'expérience d'un dépassement de soi et d'une transcendance dans la relation au tout autre. Or, le signe du Scorpion, dans ce second hémisphère, qui est celui, disons, de l'éveil spirituel, pour le comparer au premier, qui serait celui du développement personnel, eh bien, le Scorpion se situe dans ce second hémisphère au niveau du premier quadrant, le quadrant ouest, et plus précisément au centre de ce quadrant ouest, entre le signe qui inaugure cette étape initiatique qui est le signe de la Balance et le signe qui conclut cette étape qui est le signe du Sagittaire. On a donc au cœur même de ce quadrant le signe du Scorpion qui finalement se retrouve au cœur de l'expérience d'un dépassement de soi et d'une certaine transcendance dans la relation à l'autre. Avec ces quelques mots, nous contextualisons d'une façon précise ce que représente le signe du Cancer sur un chemin d'éveil et de développement psychospirituel. Nous le situons clairement sur ce sentier de l'initiation. Donc voilà, c'est une première étape qui me paraît incontournable, que d'ailleurs on reprend pour introduire chacune de nos rencontres parce que ça nous permet vraiment une contextualisation non seulement utile, mais à quelque part essentielle pour vraiment entrer dans la signification profonde des différents signes que nous avons à étudier. Comme pour les signes précédents, en ce qui concerne le Scorpion, nous allons l'étudier à travers 10 points repères. Bon, vous les connaissez maintenant, je ne vais pas vous les renommer, mais ces points repères nous permettent précisément d'identifier les éléments les plus
fondamentaux associés à chacun des signes que nous étudions. Or, vous vous souviendrez que le premier point repère, c'est l'énoncé synthèse ou la pensée semence. On dit énoncé synthèse parce qu'à quelque part, on a les clés primordiales pour la compréhension de tout ce qu'on développe par la suite. On dit également pensée semence parce que c'est une pensée, c'est une idée que l'on doit constamment garder à l'esprit. Parce que non seulement elle nous éclaire, mais elle nous guide, elle nous oriente dans notre réflexion et dans notre approfondissement des enjeux initiatiques du signe. Or, dans le cas du signe du Scorpion, il est associé au béryl. Hein? Et si vous voulez, on précisera tout à l'heure, lorsqu'on étudiera brièvement le béryl, à une pierre bien particulière dans la famille des béryls, qu'est l'aigle marine. Hein? Et donc, l'énoncé que l'on retrouve dans ce texte sacré dont je vous ai parlé chaque fois que nous avons abordé l'un des 12 signes, l'énoncé est le suivant. La 8e est de béryl, donc la pierre correspondant au signe du Scorpion, la 8e est de béryl, lequel recèle la transparence des eaux marines. Dans cet énoncé, si nous voulons l'approcher, même un peu rapidement, comme nous le ferons ce soir, la transparence occupe une place importante. Or, la transparence, elle est en lien avec une capacité de se laisser traverser par la lumière, sans faire obstacle. C'est bien ce qui caractérise quelque chose qui est transparent. La lumière le traverse sans donc être confronté à quelque obstacle que ce soit. Or, les enjeux du Scorpion, nous allons le constater tout au cours de la soirée, exigent précisément cette transparence. Une transparence d'abord face au rayonnement de l'autre, de manière à ne pas y faire obstacle, de manière à me laisser en quelque sorte toucher par l'autre, à me laisser pleinement féconder par lui. Hein? Mais aussi une transparence dans l'expression de moi-même, hein? Sans dissimulation. Nous verrons que c'est un enjeu psychologique majeur du signe du Scorpion et que les caractéristiques même de la bestiole qu'est le Scorpion nous amènent à comprendre l'importance de cette transparence dans l'expression de soi, toujours bien sûr dans le contexte qui nous intéresse, à savoir celui d'un dépassement de soi et d'une certaine forme de transcendance par la relation avec l'autre. Or, dans cet enjeu, nous constaterons que le Scorpion qui est au cœur de cet enjeu nous appelle à plus de transparence, tant en nous laissant toucher par le rayonnement de l'autre qu'en s'exprimant face à l'autre. Donc cette transparence, elle est ici évoquée d'une belle manière en évoquant précisément la transparence des eaux marines, hein, parce qu'il ne s'agit pas de la transparence de l'air, qui d'ailleurs va arriver un peu plus tard. Ça ne correspond pas à une simple transparence, c'est une transparence des eaux marines. Pourquoi précise-t-on des eaux marines? Hein? Parce qu'elle évoque dans le monde antique l'idée d'un voyage. Hein? On parle d'eau marine, on ne parle pas d'eau de source, on ne parle pas de l'eau d'un lac, on parle d'une eau qui, en relation avec la mer, incarne à quelque part une notion de voyage, même d'un grand voyage, en raison de l'immensité de la mer, en raison du fait qu'à l'époque, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de fusée. Donc les voyages les plus longs et les plus vers les contrées les plus lointaines qu'on peut envisager, ce sont des voyages sur les mers. Donc on a cette idée des eaux marines pour évoquer très certainement cette notion de voyage, avec cette immensité de la mer qui évoque l'ampleur du voyage possible. Alors, les eaux marines, elles sont transparentes. Hein? C'est d'ailleurs l'énoncé même de notre pensée semence, mais elles sont également bleutées. La couleur bleue est caractéristique des eaux marines. La mer n'est pas jaune, elle n'est pas rouge, elle est bleue. Hein? D'où d'ailleurs cette appellation de planète bleue que l'on a donnée à la Terre en raison du fait qu'elle est recouverte en grande partie de ces eaux marines et qu'elle apparaît lorsqu'on l'observe de loin comme une planète bleue. Alors certains pensent que c'est le reflet du ciel bleu qui rend la mer bleue. C'est pas tout à fait exact, d'autant que on peut constater dans un endroit clos, dans une grotte par exemple, où il y aurait des eaux présentes à l'intérieur de celle-ci, on peut observer que l'eau apparaît bleue sous l'éclairage d'une lampe. Donc, c'est pas un reflet de la
couleur du ciel. En réalité, si l'eau de la mer est transparente, les molécules d'eau absorbent tout de même une partie de la lumière. Les longueurs d'onde qui correspondent en particulier au rouge et au jaune et à certaines longueurs d'onde qui ne sont pas perceptibles au regard. Et quand on soustrait de la lumière blanche ces longueurs d'onde correspondant au rouge et au jaune, il reste essentiellement du bleu. D'où le fait que l'on voit ces eaux marines se teinter de cette couleur bleue, sauf bien sûr s'il y a en suspension des matières organiques ou différents éléments qui justement vont faire interférence avec le passage de la lumière et qui pourront colorer les eaux. Hein. Mais de façon générale, lorsqu'il n'y a pas ces substances polluantes, si vous voulez, eh bien, l'eau va apparaître avec cette couleur bleue, en raison du fait que le nombre de molécules absorbantes fait en sorte que on soustrait donc les longueurs d'onde rouges et jaunes essentiellement, ce qui fait paraître l'eau bleue. Et évidemment, plus il y a de molécules absorbantes, eh bien plus cette couleur va être marquée. Si on prend une toute petite épaisseur d'eau, elle sera quasiment transparente de manière parfaite. Hein. Mais au milieu de l'océan, avec les profondeurs, eh bien sûr que l'eau va se teinter de bleu. Alors on ne va pas ce soir explorer ces propriétés physiques de l'eau, la façon dont les molécules d'eau absorbent ou non les rayons lumineux, puis qu'est-ce que ça pourrait signifier si on partait de là, si on partait de cette propriété de l'eau pour en faire une lecture symbolique. On ne va pas s'aventurer sur ce terrain, ça nous entraînerait trop loin. Notre sujet ce soir, c'est pas la transparence des eaux, et en particulier des eaux marines, c'est le signe du Scorpion. Hein, donc on va rester avec quelque chose d'assez simple, mais on va dire quelques mots de ce bleu qui est associé à la transparence de l'eau, parce que on ne peut pas entendre cette pensée semence semblable à la transparence des eaux marines, qui recèle la transparence des eaux marines, et ne pas penser à la couleur bleue. Or, le bleu qui qualifie précisément cette transparence de l'eau, si on s'interroge un peu sur sa signification, on découvre des choses assez intéressantes et fort pertinentes, précisément pour comprendre les enjeux du signe du Scorpion. Alors, je vous propose la lecture d'un bref extrait du Dictionnaire des symboles, ce fameux ouvrage que vous avez à portée de main, puisque j'ai essayé, surtout pendant les premiers signes, pendant l'étude des premiers signes, de vous familiariser avec la façon de travailler. C'est un ouvrage source qui peut vous permettre de trouver pas mal de clés intéressantes. Eh bien, si vous cherchez la couleur bleue dans ce dictionnaire des symboles, vous allez à la page 129 trouver ceci. Le bleu allège les formes, les ouvre, les défait. Une surface passée au bleu n'est plus une surface, un mur bleu cesse d'être un mur. Les mouvements et les sons, comme les formes, disparaissent dans le bleu, s'y noient, s'y évanouissent, comme un oiseau dans le ciel. Immatériel en lui-même, le bleu dématérialise tout ce qui se prend en lui. Il est le chemin de l'infini où le réel se transforme en imaginaire. N'est-il pas la couleur de l'oiseau du bonheur, l'oiseau bleu, inaccessible et pourtant si proche? Entrer dans le bleu, c'est un peu comme Alice au pays des merveilles, passer de l'autre côté du miroir. Un texte magnifique, un texte sur lequel nous pourrions développer pendant des heures. C'est un texte qui contient de très grandes richesses. Je ne le ferai pas. Je vous invite à le relire, à reprendre votre page 129 du Dictionnaire des symboles et à le relire. Il allège les formes, les ouvre, les défait. Une surface passée au bleu n'est plus une surface. Un mur bleu cesse d'être un mur. Les mouvements et les sons comme les formes disparaissent dans le bleu, s'y noient, s'y évanouissent comme un oiseau dans le ciel. C'est magnifique. Cette dématérialisation, cette dissolution, ce passage vers une autre réalité
vers l'autre côté du miroir. C'est ainsi que se concluait l'extrait que je vous propose. Donc, le bleu associé à la transparence des eaux marines, c'est un bleu de dissolution qui permet une remise en question, qui permet un passage, qui permet le grand voyage associé aux eaux marines, qui permet une ouverture à plus grand que soi. On est bien dans cet univers de sens, de dépassement de soi et d'une certaine expérience de transcendance. Voyez-vous, la transparence des eaux marines, certes, mais des eaux marines qui, malgré leur transparence, apparaissent sous cette couleur bleue. Une transparence des eaux marines qui est également, si on veut poursuivre notre réflexion, la résidence du dieu Poséidon.